chers amis internautes, bonjour. Merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de l'invité de Bénin Web TV. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Eyoum Bamba Jean-Victor. Il est ex-directeur technique de Somepec. Aujourd'hui, il décide donc de nous raconter son histoire et une expérience vécue au sein de cette société. Il estime avoir été lésé, il estime avoir été abusivement licencié de cette société. L'affaire a été devant la justice. Il n'est pas forcément content de la manière dont cette affaire a été gérée. Aujourd'hui, comme je vous le dis, il décide de partager cette affaire et également appeler donc les autorités du pays à agir pour que justice soit véritablement faite. Monsieur Eyoum Bamba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être sur ce plateau. Merci, je vous remercie infiniment de me donner la parole parce que souvent c'est mon épouse qui s'est souvent exprimée, mais j'ai décidé de prendre la parole parce que c'est un peu trop. Alors, c'est un peu trop comme vous l'avez dit. Je le disais à l'entame, vous êtes ex-directeur, en tout cas, vous avez été recruté en tant que directeur technique de Somepec. Alors, comment est-ce que vous avez atterri à Somepec? Comment est-ce que j'ai atterri à Somepec? Je travaillais chez M. Fadoul au Burkina Faso, à la société SOPEF, licencié tout comme Somepec, c'est-à-dire avec la marque Astral. Et donc, j'ai passé 5 ans avec cette société. Et c'est ainsi, effectivement, M. Jean-Luc Chiftian a pris contact avec moi, avec la complicité, effectivement, de M. Volmer, directeur Afrique Astral en France, parce qu'ils n'avaient plus de techniciens. Il y avait 2 Marocains qui étaient, effectivement, c'est-à-dire qui travaillaient, l'un directeur technique et l'autre... Ça, c'est au niveau de Somepec, qui était en manque de directeur technique. Tout à fait, parce que les 2 sont partis. L'autre était commercial. Les 2 sont partis en abandonnant leur véhicule à l'aéroport. Et parce que pour les mêmes éléments, c'est-à-dire ils n'étaient jamais contents, donc ils sont partis. Et pendant ce temps qu'ils sont partis, ils m'ont fait appel. Mais entre-temps, ils ont demandé à la France, effectivement, de leur trouver des techniciens. Ils voulaient beaucoup plus des techniciens européens. Et ils n'ont pas trouvé. Ceux dont ils ont trouvé demandaient pas moins de 8, entre 10 et 8 millions. Et le seul Africain qui est passé non plus n'a pas voulu. Et c'est ainsi, effectivement, que M. Volmer leur a demandé, effectivement, de faire... de vous faire appel. De faire appel. Et parce que M. Fadou n'avait plus la marque Astral. Mais moi, je ne voulais pas venir. Effectivement, parce que je ne voyais pas l'intérêt, puisque M. Fadou m'a proposé beaucoup de choses entre-temps. Je ne voulais pas venir. Mais mon épouse, effectivement, comme elle était maladive, et que entre-temps, M. Fadou a lancé un mandat d'arrêt, parce que moi, je voulais... Enfin, j'avais donc décidé entre-temps de partir. Vous étiez au Burkina? J'étais au Burkina. Et j'avais décidé donc de partir. Ils m'ont fait une lettre d'embauche en date du 1er octobre 1998. Donc, c'est ainsi, M. Fadoul, je lui présente la lettre, il était mécontent, puis il m'a dit, écoutez, Jean-Victor, il y a des problèmes entre nous. M. Fadoul avait ce qu'on appelle la Pointe ici, un centre commercial. Eux aussi voulaient faire le centre commercial Erivan. Et entre-temps, effectivement, il m'a dit, ils ne le feront jamais. Voilà la discussion qu'on a eue. Et entre-temps, donc, enfin, ça dit pendant que je voulais partir, on m'a arrêté, effectivement, suite à un mandat d'arrêt, à quelques kilomètres de la frontière de Burkina, avec le Bénin. J'ai dû faire demi-tour. Quand j'ai fait demi-tour, on m'a enfermé pendant 3 jours en cellule. Et tout ceci parce que M. Fadou ne voulait pas, soi-disant il fallait que je fasse, comment je peux dire, je fasse une passation de service. Déjà, donc, il ne voulait pas vous laisser partir? Il ne voulait pas me laisser partir. Donc, je rentre, il me propose de reprendre la maison
de fonction. Et puis je dis non, je ne peux pas reprendre la maison de fonction, ça ne vaut pas la peine, parce que je n'avais plus confiance, effectivement, par rapport que je sois maintenu en cellule pendant 3 jours, je ne me donnais plus confiance. Quand bien même je ne voulais pas. Donc j'ai été reçu par plusieurs ministres, effectivement, qui m'ont conseillé. J'ai dit non, je ne peux plus. Mais maintenant, j'ai lancé, en fait, un dossier en justice, effectivement, pour qu'on ne dise pas que je suis parti, j'ai fui, ou alors... et pendant ce temps, on a été, donc, comment dirais-je, on a été condamnés les deux, Sobepec pour m'avoir débauché et moi pour avoir quitté M. Fadoul. Voilà donc, pendant que le dossier passait et que j'étais un peu bien embêté parce que c'est vrai, M. Fadoul à l'époque avait mis quand même, puisque je ne voulais pas rester dans la maison de fonction, il était question donc que que j'occupe un endroit effectivement pour cette passation de service. Donc il m'a pris une suite dans un hôtel. Mais toujours est-il dit que je voulais partir, parce qu'effectivement, je ne savais pas quoi faire. Mais les chrétiens me disaient, enfin, ils étaient impuissants de me faire partir. Donc, mon épouse a organisé mon départ. Et quand elle organise... Pour rejoindre Cotonou. Elle organise avec un chauffeur, vraiment paix à son âme, qui est décédé, qui a été très vaillant, qui voulait d'ailleurs me proposer, mais entre-temps, je ne voulais pas. Il y en a qui m'ont proposé même de partir par avion. J'ai refusé. Donc, il m'a amené jusqu'à la frontière, on a dormi. Et quand on a dormi, parce que je ne pouvais pas traverser la frontière du nord du Togo se fermer, donc je ne pouvais pas. Et entre-temps, le matin, il m'a donc demandé effectivement de me préparer. Et c'est comme ça que je suis passé en inconnu, la frontière pour l'attendre de l'autre côté. On est arrivé. Les shifters, en fait, ils ont lancé, soi-disant, Interpol était derrière, machin, tout ça, ils étaient incapables. Ils étaient incapables par rapport aux actions de monsieur Fadoul. Donc, quand j'arrive à Lomé, je prends une chambre parce que, en fait, le mot d'ordre de passage était entre mon épouse et moi, OK. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire tant. Parce que Sarakawa, où on devait effectivement me rencontrer, enfin, les chiffres avaient envoyé quelqu'un pour me récupérer, était en travaux. Et comme c'était en travaux, il fallait que je prenne un hôtel. Et j'ai pris un hôtel avec le chauffeur. Le matin, on est venu effectivement m'enlever comme si c'était un film de James Bond. Beaucoup de tracasseries pour rejoindre finalement Cotonou et prendre service au sein de la Société béninoise de peinture et colorant Sobepec. Absolument. Alors, vous êtes arrivé à Cotonou, vous avez été accueilli par vos nouveaux employeurs et une nouvelle relation de travail a commencé. Alors, comment est-ce que votre expérience s'est déroulée au sein de la Sobepec? Bon, en tant que professionnel dans la peinture, je n'ai pas eu besoin de qui que ce soit. Ils m'ont demandé si je pouvais prendre fonction. J'ai dit oui, le lendemain, je préfère parce que je vais perdre du temps inutilement. Mais avant ça, parlez-nous un peu donc des thèmes du contrat. Le contrat que Sobepec vous avez donc proposé à l'époque disait quoi concrètement? Bon, le contrat était assez clair, bien qu'il était biaisé. Parce que quand je suis arrivé, je n'avais pas le temps. J'étais amaigri. Effectivement, il fallait déjà que, ça dit, je me reprenne au niveau des esprits, mais je suis quand même arrivé. Entre-temps, dans le contrat, il n'y avait pas encore de contrat. Parce que je venais à peine d'arriver. On ne se connaissait pas. Tout se passait au niveau du téléphone. Et même à Ouagadougou, je peux vous dire effectivement que, comme ils avaient plus de techniciens, j'étais harcelé. Parce que je devais travailler entre midi et 2. Enfin, ils m'appelaient chaque jour parce qu'ils avaient des problèmes. Il fallait que je leur trouve des solutions par rapport à les commandes. Mais quand je suis arrivé, effectivement, j'ai commencé le travail. Alors, le premier mois, ils me proposent, effectivement, parce qu'on avait un contrat, enfin, de 3 750 000 par mois. 3 750 000. Et c'était linéaire. C'est-à-dire que le salaire diminue ou augmente, c'est le montant à ne pas dépasser.
Donc, mais le premier mois qu'ils m'ont demandé le salaire, qu'ils m'ont donné mon salaire, ben, je constate que c'est en espèces. Je dis non, je préfère effectivement que ça soit viré. Et ils me disent non, ici c'est comme ça qu'on fait. Ils ont trouvé des explications pour vous expliquer comment est-ce que on a pu vous payer en main. Absolument. Après le premier paiement. Après le premier paiement, il y a eu le deuxième. Et le troisième, ils m'ont fait un bulletin. Un bulletin de paye. Donc vous n'avez pas eu un premier bulletin, vous n'avez pas eu un deuxième bulletin, c'est un troisième bulletin que vous avez eu. Effectivement. Donc le bulletin mentionnait combien 420 000 francs. Enfin, pour reprendre maintenant le contrat, si vous voulez, le contrat était fait sur la base de 420 000 francs. C'est-à-dire avec d'autres éléments du salaire. L'ensemble faisait 420 000. Les primes et tout ce qui va avec. Voilà. Donc, après, au niveau du domicile qui pose problème aujourd'hui, il était gratuit. Et parce qu'en tant qu'agent de la SOBEPEC, vous avez eu, enfin, selon les thèmes du contrat, vous aviez quand même droit à un domicile qui est gratuit, c'est bien ça? Absolument, absolument. Donc, gratuit. Et dans le contrat, j'ai qu'une seule femme et 2 enfants, ce qui est clair. Donc, et dans le contrat, il était dit effectivement, même en cas de faute lourde, c'est-à-dire je dois être payé, enfin on doit me payer mon déménagement proportionnellement au nombre d'années. Je suppose effectivement que j'ai fait 1 an, j'ai peut-être acheté certaines choses pour 1 an, il peut arriver effectivement que j'en achète pour plusieurs années. Et le contrat a tout prévu. Et de l'autre côté, j'ai droit à mes billets d'avion, quel que soit le cas. C'est-à-dire billets d'avion et mes bagages. Le contrat est clair à ce niveau, bien qu'il soit biaisé, parce qu'effectivement, le contrat porte. J'avais été embauché comme directeur technique, comme je l'étais par ailleurs. Mais ils ont mis chef de fabrication, ce qui n'est pas normal, parce qu'à la limite, on ne peut pas m'embaucher comme directeur technique. Et tout ça, c'était effectivement biaisé parce qu'ils ne voulaient pas payer, c'est ce que j'ai compris, c'est-à-dire les taxes comme le demande l'État. Voilà. Donc, voilà un peu au niveau. Alors, c'est ce que prévoit le contrat. Alors, dans l'exécution, les choses n'ont pas été faites correctement. C'est ce que vous aviez dit. Tout à fait, parce que ils m'ont demandé, c'était même moi, parce que quand j'ai dit 420 000 francs, je ne peux pas, c'est-à-dire... Avec les charges. Oui, je n'aurais pas la sécurité sociale sur la base de ce montant par rapport à ce que je gagne officiellement. Et on a signé un document. Ils m'ont signé un document, effectivement, avec 200 millions, qui, en fait, avait un global du fait qu'on a perdu, puisque le dossier qui était entré en justice au Burkina, oui. Voilà. On avait perdu, eux, pour m'avoir enlevé, et moi, pour avoir quitté la société. Donc, il est arrivé, effectivement, qu'on signe ce document, et même par rapport à la différence du salaire par rapport à la caisse. Donc, quand on a signé le papier, on a donc mis 200 millions. Et 200 millions, ce papier, je l'ai gardé. Et à l'époque, on ne faisait pas les... Enfin, quand j'avais été braqué à l'époque, j'avais dû ramener tout à l'usine. Parce que j'avais été braqué en 2010. On m'avait volé tous mes éléments. Et j'ai donc décidé de ramener, et j'ai informé le directeur, M. Jean-Louis Chiftéan, que j'amenais mon sac avec tous mes titres fonciers, tous les documents qui me sont essentiels à l'usine. Et il le savait. Il avait les doubles clés. Et c'est le document qu'ils ont, effectivement, pendant qu'ils m'ont donné la lettre de licenciement, ils m'ont interdit également, c'est-à-dire de rentrer à l'usine, alors que j'avais l'habitude de rentrer les samedis. Et tout simplement parce que, c'est-à-dire qu'ils voulaient bien soustraire les documents qui étaient avant que je ne rentre. Bon, c'est vrai, après, vous n'avez plus retrouvé ce document dont vous parlez. Mais est-ce que vous avez mené des actions en son temps? Est-ce que vous êtes véritablement sûr que ce document a été soustrait au niveau de... Mais oui, parce que j'ai cherché. Et curieusement, d'ailleurs, le dimanche, comme je n'y étais pas,
Le lundi, quand je suis arrivé, j'ai trouvé que mon bureau était rafraîchi, c'est-à-dire qu'il y avait bien du monde, parce qu'en fait, il devait être assez chaud, parce que je ne suis pas allé le vendredi, le samedi et le dimanche. Il devait donc chauffer, mais il était frais. J'ai appelé mon chauffeur, un de mes techniciens, pour lui faire comprendre, et puis un monsieur qui était mon voisin d'ailleurs, pour lui dire, mais vous constatez qu'il fait frais? Voilà. Mais je n'ai pas fait attention à tout ça. Mais vous avez signalé au niveau de la direction? Non, puisque j'étais sous le coup de... En fait, j'étais un peu bien embêté par rapport à ce qui me tombait sur la tête. Alors, lorsque vous avez rejoint la société, vous avez expliqué tout à l'heure ce que prévoit le contrat. Oui. Après, vous avez pris fonction, vous aviez été engagé en tant que directeur technique, Oui. mais au niveau de la société, quelles ont été véritablement vos charges après? Les charges, alors, j'étais directeur technique, puisque tous les documents qui ont été signés entre-temps mentionnaient directeur technique, les titres de congé, machin, tout ça, effectivement, c'était directeur technique. J'ai tous les documents. Hein. Et mes charges n'ont pas changé, puisque c'était moi le directeur. J'avais effectivement le laboratoire avec moi, j'avais tout le personnel, j'avais toute la charge, les matières premières, entrées comme sorties, avec la formulation. Hein. Donc, et dans l'organigramme, on a le directeur technique, on a le chef de fabrication, on a le chef d'atelier, les ouvriers et consorts. Donc, voilà l'organigramme avec une secrétaire que je n'avais pas. Parce qu'on avait un seul secrétariat pour nous tous. Voilà. Alors, et après le licenciement que vous qualifiez d'abusif est arrivé, quelles ont été les raisons évoquées par vos employeurs? Alors, mais les raisons sont du fait qu'ils estiment que j'ai fait la concurrence déloyale, que je ne reconnais vraiment pas du tout. Alors, qu'est-ce que c'est réellement? Parce que quand on parle de concurrence déloyale, c'est pour l'expliquer, c'est comme voilà. si vous êtes à l'intérieur de la société. En fait, mon épouse, on était à Bruxelles, en congé. Moi, je suis rentré. Elle devait rentrer, effectivement, c'est-à-dire au mois d'octobre, début octobre. Alors, moi, je suis rentré. Mon épouse avec mon fils, parce que j'ai un des fils, effectivement, qui s'intéresse à la peinture, qui a vu une publicité et qui a écrit. Ils ont fait un papier en tête, effectivement, qui n'a rien à y voir parce qu'il n'y avait rien dessus. C'est-à-dire, c'est pas reconnu, il n'y a rien du tout. Et ils écrivent donc à une société. De cette société en Espagne, la lettre revient, je ne sais pas quel canal, à la direction. Maintenant, Sobepec reçoit la lettre. C'était en septembre. Qui portait l'un de vos numéros de téléphone. Qui portait l'un de mes numéros de téléphone. Et avec le numéro, puisque les téléphones, on les utilisait. Et on ne m'a jamais d'ailleurs dit effectivement que on ne m'a jamais instruit que ce numéro, je n'ai pas le droit de le communiquer à qui que ce soit. Et en plus, c'est-à-dire, c'est le numéro, mon épouse l'utilisait pour appeler tel ou tel. Et il payait. Il payait le téléphone. S'il constatait effectivement que les numéros étaient les numéros extra-société, ils auraient dû effectivement dû me faire appeler et me dire effectivement, non, vous n'avez pas droit. Mais ils ont toujours payé durant des années. Donc mon fils, en écrivant peut-être avec sa maman, a dû inscrire les numéros, y compris le numéro de leur maman. Donc, quand ils m'ont apporté la lettre, moi j'ai eu la lettre, j'ai regardé, j'ai dit oui, je vois le numéro du moins le nom de mon épouse avec... mais ça ne me concerne pas, je ne sais pas de quoi il s'agit. Ils ont donc gardé la lettre. Ça dit, du jour où ils me l'ont présenté, c'était aussi bien au mois de septembre. De septembre, normalement, la loi du travail dit quoi? Les 3 mois qui suivent, si je suis fautif, on me demande une demande et on me sanctionne. Ils ont gardé. Ça veut dire, ils vont excuser. Ou alors, s'il y avait quelque chose, ils vont excuser. Donc, c'est ainsi. Mais avant ça, il y a eu des échanges avec la direction, certainement. Lorsque la lettre est arrivée, ils vous l'ont apportée, certainement. Oui, ils me l'ont apportée, j'ai vu la lettre. J'ai vu le nom de mon épouse, effectivement. Après, ils sont partis. Ils sont partis. Ce n'est que au mois de mars 2015, parce que la lettre est de 2014.
que, en fait, on m'apporte une lettre de licenciement par rapport à cette lettre. J'étais étonné. C'est en cela, je vous ai dit tout à l'heure que je n'ai même pas eu le temps, effectivement, de réfléchir si j'avais perdu un document dans le... Parce que la seule personne qui avait la clé, c'était le directeur, M. Jean-Luc. Donc, la première raison évoquée pour le licenciement, c'est la concurrence déloyale, qui est basée sur cette lettre-là qui porte votre numéro de téléphone. Tout à fait. Alors, mais lorsque vous vous êtes expliqué, est-ce que vous avez constaté qu'on vous a compris? Lorsque vous avez dit que vous n'avez rien à voir justement avec cette lettre-là? Je suppose qu'ils ont compris puisqu'ils ne sont plus jamais revenus sur ce problème. Donc, c'est la raison principale qui justifie votre licenciement? Bon, plus tard, dans certains autres documents, ils ont évoqué divulgation de secrets professionnels. Moi, je ne sais pas, la lettre ne porte pas cette mention. Je ne sais pas d'où ça vient. Auquel cas, effectivement, ils n'ont qu'à le prouver. Alors, vous avez été licencié en quelle année? J'ai été licencié le 1er avril 2015. 1er avril 2015. Et vous avez décidé donc de porter plainte pour licenciement abusif? Effectivement, j'ai porté plainte pour licenciement abusif. Et le dossier a mis presque 6 mois pour qu'il arrive. Et encore dans des tractations dont je ne connaissais pour quelle raison. Entre mes avocats et les avocats des autres. Je ne connais pas. Ce qui est sûr, c'est que j'ai dû réunir certains de mes amis pour leur demander de m'aider parce que je ne comprends pas pour quelle raison. Parce qu'entre-temps, je suis tombé malade. Effectivement. Donc, c'est là qu'on introduit le dossier. Et il fallait que moi, je sois derrière. Et c'est comme ça le dossier donc prend corps au niveau de la justice. Alors, lorsque vous aviez été licencié, vous avez continué quand même à habiter la maison de fonction? Oui, alors, concernant la maison de fonction, il a été mentionné que je devais prendre mes dispositions. Mais par rapport au contrat, je n'ai pas compris parce que je ne peux pas prendre des dispositions moi. Si c'est eux qui m'enlèvent, effectivement, ils doivent prendre des dispositions. C'est à eux de prendre des dispositions par rapport au contrat. Puisque le contrat stipule qu'on doit me payer mes billets d'avion, et enfin, les billets d'avion, le déménagement, mais ça n'a pas été fait. Je ne peux pas devenir SDF. Je ne pense pas que le Bénin fabrique des SDF. Alors, au niveau de la justice, en première instance, le juge a statué sur le dossier et dans un premier temps, justement, et vous aviez expliqué que raison a été donnée à vos employeurs et il fallait que vous preniez donc les dispositions pour quitter la maison de fonction. Oui. Alors, quelle a été votre réaction? Alors, ma réaction, je vais quand même vous amener une autre explication, effectivement. Parce que dans ce domicile de fonction, je vous ai dit tout à l'heure que dans le contrat, il est mentionné que j'ai une femme et deux enfants. C'est matériaux Bénin. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les ventes. Je vous fais d'ailleurs observer que la maison appartenait à M. Jean-Luc Chiftéan, qui est directeur de Sobipec. Et entre-temps, ils ont fait une mutation du titre foncier, c'est-à-dire pour Sobipec. Et ça, c'est en 2015. Ils font une mutation du titre foncier. Et comme c'est écrit, sous l'assistance du frère, qui s'appelle Gabriel Chiftéan. Alors, c'est Gabriel Chiftéan, parce que c'est très important, c'est Gabriel Chiftéan qui signe le contrat, les baux, pour nous deux. C'est-à-dire pour madame et pour moi-même. C'est-à-dire pour pouvoir faire les cartes de séjour. Ce qu'ils reconnaissent, parce que dans les documents, ils le reconnaissent. Alors, mon époux devient subitement locataire. Moi-même locataire, alors que le contrat dit la maison est gratuite. Et c'est bien stipulé dans mon bulletin de paye que, effectivement, logement, c'est-à-dire avantage en nature. Logement avec une déclaration de 13 500 francs par mois.
Mais par contre, dans le contrat, c'est-à-dire dans les baux, ils disent qu'on a versé de l'argent, c'est-à-dire des cautions. En tant que locataire. En tant que locataire. Et avec 60 000 francs de loyer par mois. Donc mon épouse fait un loyer, moi je paie un loyer. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. C'est-à-dire le quiproquo qui est dans cette histoire, effectivement. Alors que de base, il est clairement dit que dans le contrat, le logement... Dans le contrat que je vous montre ici, le contrat dit exactement marié, 2 enfants, et que la maison est gratuite. C'est-à-dire le logement de fonction est gratuit. C'est bien marqué quelque part. Logement de fonction. En tout cas, je vais retrouver la page. C'est bien clair là-dessus. Donc, gratuit. Logement gratuit. C'est bien écrit. Logement gratuit. Mais finalement, on vous considère comme des locataires. On nous considère déjà comme des... Surtout mon épouse, puisqu'à la limite, ils n'ont jamais évoqué mon problème. C'est mon épouse qu'ils accusent le plus. Alors que c'est moi l'occupant principal de la maison. C'est-à-dire, et non mon épouse. Alors, le dossier a été devant la justice. La décision a été donc en faveur de votre employeur. Et après, on vous a demandé donc de quitter la maison. Mais en temps, vous avez fait appel de la décision. Oui, alors, normalement, mes avocats ont demandé, c'est-à-dire qu'on me paye. Ils ont refusé. On a pris une décision. C'est-à-dire qu'on ne devait pas prendre, puisqu'à la limite, il y a un problème déjà social dans cette affaire. Mais on a intimé, effectivement, c'est-à-dire on a décidé que je quitte la maison à la minute. Et on a fait appel. Et entre-temps, on a fait appel, qu'on a eu un succès à exécution qui nous a donc permis de rester dans la maison le temps que la Cour d'appel statue. Voilà. La Cour d'appel a statué. Ils ont confirmé le bien qu'on a. Parce qu'il y a l'article 180. L'article dit, tant que je suis dans cette maison, on doit me payer comme si j'étais encore en fonction. Or, je suis parti en 2015, mais l'affaire a été, la première décision au TPI a été donc faite en 2017. Ça fait déjà 2 ans. 2 ans, oui. Si ce n'est que ça, l'article 180 est pour moi, effectivement, c'est-à-dire une jurisprudence, puisqu'elle dit qu'on devait me payer. On ne m'a jamais payé, puisque c'est toujours dans la maison. Mais quand j'ai eu le succès à exécution, on a fait appel, nous sommes allés en appel, et on a également produit les documents. Et mon avocat a demandé qu'on renvoie le document, c'est-à-dire que le juge soit incompétent par rapport à ce dossier, puisqu'il est question du social. Qu'est-ce qu'on demandait? On demandait effectivement un billet d'avion, par l'article 174, et on demandait par l'article 180, effectivement, ça dit qu'on me paye. Pour pouvoir quitter la maison. Pour pouvoir quitter la maison. Déjà au début, ce n'était que 18 millions. On me demandait on me donnait les 18 millions, je partais de la maison. Je ne suis pas dans la maison parce que j'ai envie d'être dans la maison. Ça ne m'intéresse pas de vivre là. Hein? J'aurais pu faire autre chose. Donc le juge confirme. Et c'est une mauvaise décision. Parce que le contrat est lié, ou la maison est liée au contrat. Alors si c'est lié au contrat, c'est normal effectivement que le social traite ce dossier-là. Mais le juge a confirmé. Ok, il a confirmé. Mais quand il confirme, nous maintenant, alors, déjà, j'ai oublié le passage où, quand on a eu le sursis à exécution, ils sont allés faire, c'est-à-dire déposer un dossier pour l'annulation du sursis au TPI, c'est-à-dire en exécution. On a gagné. Ils ont fait appel. Le dossier passe en appel à la chambre d'exécution. Aussi bien
au civil avec donc la décision qui a été confirmée. Il fallait attendre. Mais jusque-là, nous, on a fait appel. On a fait opposition à commandement, parce que comme il y avait déjà une décision sur minute de nous faire partir, donc moi, effectivement, j'ai vu mon avocat, et l'avocat a fait une opposition. Et le dossier passe depuis le 31 juin. Il doit passer ces jours-ci, c'est-à-dire vers la fin du mois. Maintenant, ils ne veulent pas attendre. Et moi, je connais les raisons. Parce que c'est pas normal, effectivement, qu'ils me fassent partie de la maison comme on a vu qu'hier. C'est grave. Donc, le dossier en appel, en tout cas, il n'y a pas encore eu arrêt. Voilà, alors. Oui, allez-y. Effectivement, c'est-à-dire, ils ont initié donc un commandement, c'est-à-dire de déguerpir. C'est-à-dire, au vu du document en première instance. Mais le document, en fait, la justice a tranché à la cour d'appel, au civil. Mais ils ont le devoir de venir m'enlever en suspendant le sursis à exécution, et en me présentant l'arrêt de la cour d'appel. Quand j'ai vu ça, je suis allé voir le procureur et j'ai porté plainte à la police judiciaire pour leur dire, parce que c'était une magouille. Parce que la première fois, ils sont venus prendre le groupe électrogène. Ils sont venus enlever le groupe électrogène dans les mêmes conditions, alors que c'est une violation de domicile. Je occupe un domicile. Vous venez enlever. Ils disent que c'est le procureur. On leur demande à la police. Ils disent que c'est le procureur. Et c'est passé comme ça. Ils auraient même pu nous dire effectivement qu'ils voulaient récupérer leur groupe. On allait leur demander, leur donner. Mais tout ça, c'était nous mettre la pression de quitter la maison. Et entre-temps aussi, il y a eu donc mon épouse qui est donc comme locataire dans la maison. Ils sont venus faire des troubles. Et quand ils sont venus faire des troubles, c'était dur. Ils ont cassé le mur. Ils ont envoyé les pigeons morts. Ils ont envoyé les serpents, ainsi de suite. C'est-à-dire c'était difficile. On était au parquet. Ils nous ont accusés de port d'armes. Ils ont envoyé des agents. Et on était au parquet. C'est là, effectivement, c'est-à-dire le consulat appelle pour dire de faire attention. Ce que vous êtes en train de faire comme acte n'est pas sérieux. Voilà comment on a été relaxé. Je ne vous dis pas tout. Parce qu'au début même de l'affaire, il y a eu incendie à l'usine. Quand il y a eu l'incendie à l'usine, moi j'étais déjà parti 1 mois et demi, ils m'ont accusé. Ils ont envoyé effectivement, ils ont envoyé une convocation. Je n'ai pas voulu reprendre parce que c'était, je crois, un mercredi. Mon avocat est parti. Ils ont renvoyé pour vendredi. Je suis parti quand même. Quand je suis parti, j'ai vu des amis et j'ai été assisté. Ils ont compris que ça, c'est pas bon. Mais tout simplement parce qu'ils voulaient me garder. Parce qu'ils ont mis les noms des autres. Mais c'est moi qui étais intéressé. Parce que s'ils me gardaient, ils avaient même rentré un document à l'immigration comme quoi, effectivement, je voulais commettre un acte à Yerevan. Donc, vous voyez jusqu'à quel point, pour me refuser dans la carte de séjour, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. J'ai eu ma carte de séjour par la suite. Alors revenons donc au déguerpissement. Vous disiez tantôt que sur la base de la décision en première instance, on a envoyé des policiers pour vous faire partie de la maison, alors même que le dossier est toujours en cours au niveau de la cour d'appel, selon ce que vous avez dit. Et il y a eu même des échanges, paraît-il, avec le procureur qui, en principe, devrait vous faire un retour, mais vous n'avez plus des nouvelles du procureur, mais ce sont des policiers qu'on vous a envoyés à la maison. Monsieur le journaliste, mon épouse s'est longuement exprimée. Mais avec ce que j'ai vécu hier, je suis obligé d'en parler. Et je pense que la criette n'est pas loin. Et je sais de quoi je parle. Je crois que les gens de Sobepé vont comprendre. J'ai quand même été directeur technique de cette société pendant des années. Voilà.
Maintenant, s'agissant de ce qui s'est passé hier, effectivement, quand j'ai reçu les documents, c'est-à-dire l'ordonnance, effectivement, ou alors l'assignation pour que je quitte la maison dans la huitaine, je suis allé voir le procureur. Et c'est là où j'ai d'ailleurs porté plainte également, parce à la police. Et le procureur de me dire effectivement que le document n'est pas correct dans son ensemble. Comme il n'y avait pas d'arrêt et il n'y avait pas de sursis, c'est-à-dire, enfin, ils n'ont pas levé le sursis à exécution, puisqu'on est passé à la cour d'appel. C'est là où j'ai commencé par trouver effectivement que ce n'était pas normal. Voilà. Et pendant ce temps, mon avocat a déjà introduit l'opposition. Donc, quand le procureur m'a dit, j'étais tout content. J'ai dit, bon, voilà, je suis peut-être sur la bonne voie. Et c'était depuis le 29 juin. Alors, quand j'ai reçu le document, ils sont venus, c'est-à-dire pour nous faire partir. Ils m'ont dit effectivement que c'était à la minute. C'est une décision. C'était hier, ça? C'était hier. C'était à la minute, il fallait qu'on quitte la maison. J'ai dit, ah bon? J'ai appelé mon avocat, je suis allé le voir. Et il m'a dit effectivement que... Parce que le policier a entre-temps passé pour repérer la maison. Et c'est pendant ce temps, effectivement, je discute avec mon avocat qui me dit, non, il va rencontrer le procureur. Le procureur. Et il va aussi appeler, il a appelé effectivement le commissaire adjoint de Sodiatime. Et je suis parti à la maison. Moi-même, la veille, le soir, vers les 21h, j'appelle le procureur. Il me dit oui, mon avocat a tenté de le joindre. Mais il va le rappeler. Parce qu'il était en déferment, quelque chose de cela. Mais mon avocat, je pensais peut-être que si lui n'appelait pas, c'est lui qui allait appeler. Entre-temps, mon avocat me dit, OK, je vais passer très tôt le matin, voir le procureur. Je ne sais pas s'il est passé, je ne peux pas vous dire, parce que de la manière dont les choses se sont passées, je ne sais pas ce qui c'est. Alors, j'appelle le procureur, j'insiste. J'ai eu le procureur, et le procureur me dit, je tente d'avoir votre avocat. OK, j'ai laissé passer. Je rappelle une seconde fois, parce qu'on avait l'harcèlement des policiers. Et qui était déjà là. Qui était déjà là. J'appelle le procureur, monsieur le procureur. Il me dit, je tente toujours d'avoir l'avocat. Je dis, mais ils sont là. Moi, ce qui m'a un peu troublé, c'est que, comme ils étaient là, parce qu'ils m'ont présenté aucun papier. Ils m'ont présenté aucun papier qui prouve que le procureur a donné l'ordre, ou alors, je ne sais pas moi, on me signifie quand même aucun papier. Donc, quand j'ai donc le procureur, s'il m'aurait dit effectivement que j'ai donné l'ordre et ferme, j'allais comprendre, puisqu'on n'allait plus reculer. J'allais peut-être même prendre mes affaires tranquillement et partir. Donc, on était toujours dans des tractations. Et entre-temps, mon avocat m'appelle, mais il coupe. Il appelle le policier. Non, quand il m'a appelé pour la deuxième fois, je lui ai passé le policier. Et le policier me dit, monsieur, votre avocat ne vous dit pas la vérité. Voilà ce qu'il me dit. Je dis, attends. Or, mon avocat me dit qu'il est avec le procureur. Vous voyez donc, c'est après que le commissaire me dit, si toutefois vous voyez comment ça se passe comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Qui ne va pas. Vous voyez, j'étais un peu, je ne savais pas quoi faire, parce qu'il y avait la pression. Mon épouse s'est opposée.
qui ne rentrent dans la maison. Mais, enfin, par la suite, c'est la violence qui a suivi. Ils ont pris mon épouse, par les policiers tentaient coûte que coûte quand même à exécuter l'ordre qu'ils ont reçu. Absolument. Là, aujourd'hui, elle n'est pas bien, effectivement. Alors, finalement, sous pression, vous avez quitté la maison sans être payé, sans que la Sobepec ne prenne les dispositions au vu donc du contrat pour vous faire partir normalement. Absolument. Absolument. Alors, aujourd'hui, quel est l'appel que vous voulez lancer? Bon, c'est de plusieurs ordres. Parce que tout au début, la Sobepec a bien dit effectivement qu'ils ont, enfin une manière de dire qu'ils ont des longs bras. Ils connaissent le monde. Et ils nous ont parlé de Koupaki. C'est-à-dire le ministre Koupaki. Effectivement, qui les a aidés à voir le terrain. Bon, ça c'est forcément... Je le dis parce que, bon, on va peut-être me demander, je vais même aller plus loin, effectivement. Enfin, vous pensez qu'ils ont peut-être des soutiens, c'est pourquoi est-ce qu'ils... Ils l'ont dit. C'est eux-mêmes qui le disent. C'est eux-mêmes. Ils ont même ajouté, effectivement, le fait que ils ont des liens maçonniques. C'est eux-mêmes qui le disent. Bon, aujourd'hui, vous, dans votre position, enfin, vous estimez peut-être qu'ils sont beaucoup mieux placés que vous et qu'ils ont peut-être la force de leur côté, mais vous tentez quand même, vous exigez quand même que justice soit faite à votre niveau. Et justement, c'est pourquoi je demande, quel est l'appel que vous lancez aujourd'hui? L'appel, alors, quand je dis, j'ai d'abord la peur, effectivement, parce que ça fait quand même 11 dossiers. Un dossier a produit 13 dossiers plutôt. Un dossier, on est arrivé à 13 dossiers. Aujourd'hui, il en reste 5. Sûrement avec ce qui vient de se passer, puisque on était en première instance en exécution, aussi bien à la cour d'appel en exécution, sûrement que c'était le but de nous faire partir pour arrêter ces histoires. C'est-à-dire, du moins, ces dossiers-là. Bon. Ça me fait peur parce que j'ai un dossier social qui suit son cours. Et dans ce dossier social, j'ai été lésé tout simplement parce que on m'a dit que j'ai fait la concurrence déloyale parce que mon épouse a une société au Nigeria. Et alors, c'est curieux. D'un document, si le juge a fait ses études de droit, et je parle du juge Kempli, à Gassonon. C'est forcément parce qu'il a fait ses études qu'il s'est retrouvé là. Mais s'il a, moi je pense effectivement que c'est à lui. On reconnaît quelqu'un qui a une société, c'est pas par les écrits, c'est pas par une traduction. On le reconnaît parce que soit il y a des statuts, soit le registre de commerce. Mais mes avocats ont demandé entre-temps, ils n'ont jamais produit. Et on me dit effectivement, mais quel est mon problème? Même si mon épouse a une société, moi j'ai prouvé ici, au Bénin, qu'il n'y a pas de société CIPEC. Et on n'a jamais vu un pot circuler. Et on n'a jamais importé un pot. Alors, où se trouvent ces sociétés? J'ai des documents. Et de l'autre côté, il y a eu... j'ai donc trouvé des documents parce que je voudrais vous expliquer quelque chose. Si, non seulement parce que je ne peux pas prendre l'avion, je travaille jusqu'à 20h, 20h30, je dois prendre un jet privé pour aller travailler au Nigeria et revenir. C'est quand même curieux. Mon épouse ne parle ni Yoruba, ni anglais, ni... et je vois parce qu'elle y a fait effectivement au Nigeria. Elle n'a jamais fait le Nigeria. Voilà. Et qu'on prenne une décision sur cette base. Alors que, en 2014, le document qu'on a produit, dont le juge a pris, à partir de ça, la décision, la mauvaise décision d'ailleurs, le document date depuis janvier 2014. J'étais encore en fonction. Et le monsieur en question dont on dit,
c'est un monsieur qu'on a traité le dossier parce qu'il voulait prendre la peinture à partir de chez nous, du moins de Sobepec, dans son emballage à lui. Il est propriétaire de la société qu'on attribue à votre épouse, c'est bien ça? En fait, ils sont nombreux dans cette société-là, d'après ce que j'ai trouvé comme document. Parce que moi, j'ai mis l'ambassade derrière, et de deux, moi-même, j'ai trouvé les documents qui prouvent effectivement que ni mon nom, ni le nom de mon épouse ne s'y trouvent, c'est d'autres personnes. Donc, quand je dis effectivement que le document par lequel le ministre a pris la décision, c'est un document qui porte le nom du beau-frère de Jean-Luc Chiftéan, qui ne porte ni le nom de mon épouse, ni mon nom. En quoi donc nous sommes concernés? Et la concurrence ne se fait pas dans le même pays, dans le pays autre. La concurrence, c'est dans le Bénin, c'est pas ailleurs. Je ne vois donc pas en quoi. Vous voyez, c'est pour ça que je dis, je ne sais pas si le juge Agasson, excusez-moi, il avait les lunettes ce jour-là pour lire ce document. Vous allez m'excuser. Oui, mais dans tous les cas, aujourd'hui, vous semblez avoir perdu au niveau donc de la justice, en tout cas visiblement, puisque finalement vous avez été sorti de la maison. Les policiers ont dit qu'ils avaient un ordre à exécuter. Vous êtes sorti de la maison. Et vous n'êtes pas content de la décision. Vous estimez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Vous estimez que c'est une décision qui est à revoir. Mais de l'autre côté, est-ce que vous serez peut-être prêt à un règlement à l'amiable, peut-être, avec votre employeur? Alors, vous posez une très bonne question. Vous savez, quand vous regardez aussi bien ma figure que celle de mon épouse, et c'est pour ça que c'est causé, parce que on a été voir le président du tribunal pour les dossiers en général, tous les dossiers en général, président du tribunal, qui a trouvé que c'était une possibilité de régler le problème à l'amiable. Qu'est-ce qui se passe? Ils contactent Sobepec. Ils disent non, pas question, ça dit ils ne veulent pas. Alors je ne vais pas courir derrière. C'est à eux de faire, parce que moi, dans tous les cas, j'ai raison. Et ce que je constate, c'est que tous les dossiers qui ont de l'argent, je perds. Alors j'ai bien peur, effectivement, que tel qu'ils ont dit, qu'ils ont des bras longs, ils ont des ministres, ils ont... Parce qu'il faut le dire, il y a le dossier qui concerne le licenciement qui est toujours en cours. Effectivement. Alors moi, je me pose la question, si effectivement, ça va toujours être ce que je constate. Parce que c'est flagrant ce qui s'est passé. Déjà, on m'enlève d'une maison. Et s'ils savent si la maison où je vais rentrer est la mienne, je vais rester où? J'ai passé 21 ans au Bénin. 21. 17 ans et demi avec eux. Et je passe 6 ans presque tous les jours avec les dossiers. C'est quand même... Je vis de quoi? Ils se posent la question. Mais pourtant, ils rentrent l'argent. Et s'ils ont eu de l'argent, j'ai contribué. Parce qu'ils étaient à terre. Donc, je ne comprends pas. Quand vous posez la question, vous avez raison. On ne devait même pas arriver à ça. Ils étaient presque nuls à l'époque. Ça, excusez-moi de vous le dire. La société était à terre. Hein? J'ai mis tous mes moyens jusqu'à... Je ne m'occupais même pas tellement de mes enfants. Hein, parce que j'avais... Vous savez, quand vous avez une portée technique telle que, effectivement, c'est-à-dire la formulation, hein, et suivre tout le reste, il y a des moments, même à 4 heures du matin, vous vous réveillez. Parce que vous avez quelque chose dans la tête. Hein? Donc, moi, la question que vous posez, c'est à eux la solution. C'est à eux la solution. Moi, je n'ai pas refusé. Il y a même quelqu'un d'autre dont je ne peux pas vous citer le nom. Il y a même 2 qui sont allés les voir. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas dépenser. Je vous dis bien, vous savez, je ne veux pas être méchant pour dire effectivement, parce qu'ils sont d'origine arménienne. Je sais ce que c'est. On ne va pas rentrer dans les considérations ethniques et tout. Là, vous venez donc d'exposer votre version des faits, mais est-ce que vous serez prêt à un débat contradictoire avec votre employeur ou bien sûr. Un autre responsable pour qu'on puisse essayer de confronter les arguments? Bien sûr, à tout moment. À tout moment. Alors, vous l'aviez dit, on vous a sorti de la maison hier. Vous êtes sorti de la maison, mais aujourd'hui, comment est-ce que vous vous retrouvez dans le Bénin?
Mais écoutez, sans ça, je vous ai demandé si le Bénin faisait effectivement des SDF. Parce que mon épouse, effectivement, avec ses enfants, on construit quelque chose. On ne peut pas le nier puisqu'effectivement. Mais je peux ne pas rentrer dans cette maison parce que c'est moi qui ai amené mon épouse ici. Elle n'est pas venue parce qu'elle est venue d'elle-même. Elle est venue parce que moi je venais. Et ça n'aurait pas été là, peut-être que vous n'avez pas trouvé où Absolument. rester. Alors, je demande au procureur, je le remercie peut-être pour une décision, mais qui réfléchisse un peu à un moment donné, qui regarde un peu les choses en face. Hein, parce que quelque part, je ne sais pas si j'avais, écoutez, si j'avais une usine de peinture. D'ailleurs, moi, je lance devant vous, enfin, devant vous, tous ceux, les Béninois qui veulent faire une société de peinture, je suis prêt à les aider. Je suis prêt à les aider. Ça, je vous dis. Parce que je constate que le pays n'est pas beaucoup industriel. Les gens préfèrent plutôt faire le commerce. C'est l'industrie. S'il n'y a pas l'industrie dans un pays, et c'est curieux parce qu'on n'y pense pas. Mais je lance l'appel. Je suis libre. Qu'ils n'aient pas peur. Parce que certains ont peur, croyant peut-être que comme je suis en justice, non, ils peuvent demander, je suis prêt à les aider. Voilà. Alors, Monsieur Eyoun Bamba Jean-Victor, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous l'avez dit, vous êtes prêt à un débat contradictoire face à votre employeur ou un autre responsable de la maison Sobepec pour qu'on essaie donc de confronter les arguments. Merci d'avoir été là. Alors, chers amis internautes, vous avez suivi notre invité, un dossier un peu spécial. Je vous rappelle, il est ex-directeur technique de la Sobepec. Il vous a raconté tout à l'heure comment est-ce qu'il a été recruté, comment est-ce qu'il a rejoint Sobepec, l'expérience qu'il a vécue. Le dossier est allé en justice. Il estime que la décision qui a été rendue n'est pas juste. Il estime qu'il a été biaisé dans ce dossier. Vous l'avez également suivi par rapport au déguerpissement, sorti sous pression par la force du domicile qu'il occupait, un domicile qui lui a été quand même concédé sur la base donc du contrat signé avec Sobepec. Aujourd'hui, il se retrouve quelque part dans le Bénin. Fort heureusement, il a également signifié son épouse et ses enfants avaient déjà construit quelque part dans le Bénin où il a rejoint aujourd'hui. Cette maison n'aurait pas été là que Monsieur Eyoun Bamba serait peut-être à la rue aujourd'hui. Il vous a expliqué de long en large ce qui s'est passé et je le précise, et il est également disponible. Il a dit d'affronter n'importe quel responsable de la Sobepec autour donc de ce dossier pour que les arguments soient confrontés. Merci d'avoir été là, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.